George et Jenny sont prostrés dans la neige, dévastés, persuadés que leurs 5 enfants ont péri dans le brasier. Bonsoir à tous, c'est un immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle enquête. Nous allons plonger en 1945 aux États-Unis et faire la connaissance de la famille Sauber. Vous allez voir, c'est une affaire mystérieuse jamais résolue. Et j'attends vos théories en commentaire. George Sauber était né en Sardaigne. Il est arrivé aux États-Unis en 1908 à l'âge de 13 ans seulement. Comme beaucoup d'immigrés de sa génération, il ne possédait rien d'autre que sa détermination. Après avoir travaillé dur dans les chemins de fer, il s'était installé à Fayetteville, une petite ville minière de Virginie occidentale où il avait fini par fonder sa propre entreprise de transport de camions. George était un homme respecté, connu pour son franc-parler et son éthique de travail irréprochable. C'était un self-made man qui incarnait parfaitement le rêve américain de l'époque. À ses côtés, Jenny Cipriani, elle aussi d'origine italienne, était le cœur de la maison. Ensemble, ils avaient formé une famille nombreuse, unie et dynamique. Les Sauber avaient 10 enfants. Joe, l'aîné, qui servait dans l'armée au moment des faits. Marion, qui travaillait en ville. Et les plus jeunes, Maurice, Martha, Louis, Jenny, Betty, George Junior, Maurice et la petite Sylvia âgée seulement de 2 ans. Dans cette grande maison à 2 étages située un peu à l'écart du centre-ville, la vie bouillonnait. George était un père exigeant, mais aimant, qui mettait un point d'honneur à ce que ses enfants reçoivent une bonne éducation et participent à la vie de la communauté. Les Sauber n'étaient pas des gens effacés. Leur maison était souvent le théâtre de discussions animées. George aimait débattre de politique, d'économie et de l'actualité mondiale. Dans une ville comme Fayetteville, tout le monde connaissait les camions de George Sauber. La famille était considérée comme aisée pour l'époque, possédant une belle maison, du bétail et une stabilité financière que beaucoup leur enviaient. Cependant, cette réussite et ce caractère affirmé créaient un profil particulier. George Sauber n'était pas du genre à courber les chines. Sa maison, bâtie sur une colline, surplombait les environs, symbolisant d'une certaine manière son ascension sociale. À l'intérieur, Jenny gérait d'une main de maître le quotidien de cette petite armée de jeunes gens. La cuisine sentait bon l'Italie, les rires fusaient, et malgré la fatigue d'une journée de travail harassante pour George, le foyer était un havre de paix. Les enfants plus âgés aidaient George dans ses affaires, tandis que les plus jeunes s'occupaient des corvées domestiques et des animaux. La dynamique familiale était basée sur la loyauté. Les frères et sœurs étaient extrêmement proches les uns des autres. Marion, l'aînée des filles présentes, agissait souvent comme une seconde maman pour les plus petits. Maurice et Louis, les garçons de 14 et 9 ans, commençaient déjà à montrer la même ténacité que leur père. C'était une famille où l'on ne laissait personne de côté. On partageait tout. Les repas, les corvées difficiles et les rêves d'un avenir encore plus radieux maintenant que la Seconde Guerre mondiale touchait à sa fin. En cette période de Noël 1945, l'ambiance chez les Sauber était particulièrement joyeuse. Joe, l'aîné, était loin, mais son retour prochain était dans toutes les têtes. La maison avait été décorée, les cadeaux étaient prêts et l'excitation des enfants était palpable. George et Jenny regardaient leur progéniture avec fierté. Ils avaient réussi à traverser les années difficiles de la Grande Dépression et les incertitudes de la guerre. Ils possédaient une terre, une entreprise et surtout, ils avaient une lignée solide. Ils ne pouvaient pas imaginer que cette image de famille parfaite, gravée dans l'esprit des habitants de Fayetteville, allait bientôt voler en éclats pour laisser place à l'un des mystères les plus angoissants de l'histoire judiciaire. Nous y sommes, le réveillon. Le 24 décembre 1945, alors que partout c'est la fête, la soirée de la famille Sauber va virer au tragique.
La soirée de Noël chez les Soder s'était achevée dans une atmosphère de calme apparent. Marion, l'aînée des filles, avait offert des jouets à ses plus jeunes frères et sœurs, et la joie remplissait le salon. Vers 22h, Jenny Soder avait autorisé les plus jeunes à rester éveillés pour profiter de leurs cadeaux, à condition que les deux garçons, Maurice et Louis, n'oublient pas de rentrer les vaches et de fermer le poulailler avant de monter se coucher. George et les deux fils aînés, John et George Jr., sont déjà endormis, épuisés par leur journée de travail. À cet instant, la maison respire la paix. Mais ce n'est que le calme avant une tempête de feu d'une violence inouïe. Le premier événement étrange survient à minuit pile. Le silence de la maison est brisé par la sonnerie stridente du téléphone. Jenny descend au rez-de-chaussée, traverse le salon plongé dans la pénombre et décroche. À l'autre bout du fil, une voix de femme qu'elle ne connaît pas et qui demande un nom totalement inconnu. Jenny entend en arrière-plan des bruits de fête, des rires cristallins et le tintement métallique de verres que l'on entrechoque. C'est une ambiance décalée, presque irréelle. Jenny répond poliment qu'il s'agit d'une erreur. La femme laisse échapper un rire singulier, un rire qui restera gravé dans la mémoire de Jenny. En retournant vers l'escalier, Jenny remarque plusieurs anomalies. Toutes les lumières du bas sont restées allumées, les rideaux ne sont pas tirés, et plus inquiétant encore, la porte d'entrée n'est pas verrouillée. Elle frissonne, pensant à un oubli des enfants, puis verrouille la porte, éteint la lumière et remonte se coucher. Elle commence à peine à sombrer dans le sommeil quand, vers 1h du matin, un bruit sec la tire de sa torpeur. Quelque chose a frappé le toit de la maison. Un objet lourd qui semble avoir roulé sur les bardeaux avant de tomber dans l'herbe avec un bruit mat. Jenny attend, le souffle court, mais le silence revient plus lourd qu'avant. Elle finit par se rendormir, pensant à une branche ou un animal. Mais à 1h30, elle se réveille à nouveau, cette fois en suffoquant. L'air est chargé d'une odeur de brûlé. Une fumée âcre et épaisse rentre déjà sous la porte de sa chambre. Elle bondit de son lit et ouvre la porte. Le salon en bas est déjà la proie des flammes. Le feu semble s'être déclaré dans le bureau, là où se trouvent les câbles téléphoniques et le boîtier électrique. La panique s'installe en quelques secondes. Jenny hurle le nom de George. Celui-ci se réveille en sursaut et réalise l'ampleur du désastre. Les escaliers qui mènent au grenier, là où dorment 5 des enfants, sont déjà inaccessibles, dévorés par un incendie d'une rapidité terrifiante. Dans un élan de survie, George, Jenny, Marion, John, George Jr. et la petite Sylvia parviennent à s'échapper de la maison par les fenêtres du rez-de-chaussée. Ils se retrouvent dans la neige pieds nus en pyjama sous un froid polaire. Mais une horreur plus grande les frappe. Il manque 5 enfants. Maurice, Martha, Louis, Jenny et Betty sont toujours à l'étage. George hurle leur nom vers la fenêtre du premier étage. Ses cris se perdent dans le crépitement furieux du bois sec qui brûle. Aucune réponse. Aucun visage n'apparaît aux fenêtres. George Soder refuse de s'avouer vaincu. Il court vers le côté de la maison pour attraper l'échelle de secours qu'il laisse toujours contre le mur. Elle a disparu. Elle n'est plus à sa place habituelle, comme si elle avait été déplacée ou volée. Désespéré, il se précipite vers ses 2 camions de transport garés un peu plus loin. Son plan est simple, démarrer un camion, le rapprocher du mur et monter sur le toit de la cabine pour atteindre les fenêtres des enfants. Il grimpe dans le premier camion, tourne la clé, mais le moteur refuse de démarrer. Il saute dans le second, même silence de mort. Les 2 véhicules qui fonctionnaient parfaitement quelques heures plus tôt ont été neutralisés. Le sort semble s'acharner sur la famille Soder. Chaque issue de secours était systématiquement bloquée. Pendant ce temps, Marion court chez les voisins pour appeler les pompiers. Mais le téléphone de la maison voisine ne répond pas, ou plutôt la ligne semble morte. Un autre voisin doit prendre sa voiture pour aller prévenir manuellement le chef des pompiers en ville. À Fayetteville, le système d'alerte est lent, et l'incendie est si violent que la maison n'est plus qu'une torche géante visible à des kilomètres.
En seulement 45 minutes, la magnifique bâtisse des Sodère s'effondre dans un nuage d'étincelles et de fumée noire. Georges et Jenny sont prostrés dans la neige, dévastés, persuadés que leurs 5 enfants ont péri dans le brasier. Mais le lever du soleil sur ce matin de Noël apporte un mystère encore plus terrifiant. Les pompiers n'arrivant qu'à 8 h du matin, alors que la maison n'est plus qu'un tas de décombres fumants, ils commencent à fouiller les cendres, s'attendant à découvrir une scène de désolation. Pourtant, après des heures de recherche méticuleuse, le verdict tombe. Incroyable, aucun reste humain n'est trouvé. Dans un incendie domestique, même le plus dévastateur, les os ne disparaissent pas en 45 minutes. Il reste toujours des traces, des fragments, des indices. Ici, il n'y a absolument rien. Pas une dent, pas un éclat de crâne. Pour Georges et Jenny, l'évidence s'impose avec une force brutale. Leurs enfants n'étaient pas dans cette maison quand elle a brûlé. L'incendie n'était qu'un écran de fumée pour couvrir un crime bien plus atroce. Le drame n'est pas une fin. C'est le début d'une énigme qui va déchirer leur vie à jamais. Comment 5 enfants peuvent-ils s'évaporer d'une maison en flammes sans laisser la moindre trace biologique? C'est la question qui va désormais hanter chaque minute de l'existence de Georges et Jenny. Ils ne pleurent plus des morts, ils cherchent des disparus. La nuit de Noël s'est achevée, mais pour eux, l'obscurité ne fait que commencer. On ne s'attaque pas à une famille comme les Sodère par hasard. Pour comprendre les raisons de l'incendie, il faut voir qui leur en voulait. Pour comprendre pourquoi la thèse de l'accident n'a jamais tenu la route pour les Sodère, il faut s'immerger dans le climat social et politique de l'époque. Georges Sodère était un homme de principe. Mais ces principes étaient dangereux dans une communauté d'immigrés italiens encore très divisée par les cicatrices de la Seconde Guerre mondiale. Georges était un antifasciste notoire. Il ne se contentait pas de désapprouver Mussolini. Il le critiquait avec véhémence sur la place publique, dans les commerces et lors de rassemblements locaux. Pour une partie de la diaspora italienne, resté fidèle à l'image du Duce ou craignant les répercussions de telles critiques, Georges Sodère était devenu une cible. Un homme dont l'arrogance et le succès insolent devaient être punis. Le premier suspect sérieux apparaît quelques mois seulement avant le drame. Un démarcheur en assurance dont l'identité restera floue mais dont les paroles ont été gravées dans le marbre de la mémoire familiale. Il se présente chez les Sodère. Georges, habitué à gérer ses affaires seul, décline ses offres. L'homme entre alors dans une rage noire. Ce n'est plus un vendeur que Georges a face à lui, mais un agresseur. Il pointe la maison du doigt et hurle « Votre satanée maison va partir en fumée et vos enfants vont être détruits. Vous allez payer pour les remarques sales que vous avez faites sur Mussolini. » À l'époque, Georges met cela sur le compte d'une frustration commerciale mêlée à un fanatisme politique. Il ignore que cet homme vient de décrire avec une précision glaçante le scénario exact de ce qui va se produire le soir de Noël. Mais il n'est pas seul. Un autre individu étrange fait son apparition peu de temps après. Sous prétexte de chercher du travail, il tourne autour de la propriété. Georges le surprend à l'arrière de la maison, en train d'examiner les boîtiers électriques avec une attention suspecte. L'homme lâche une remarque sibylline. Ces boîtiers vont causer un incendie un jour ou l'autre. Georges, qui est un homme méticuleux, vient pourtant de faire réviser toute l'installation par la compagnie d'électricité locale, qui a certifié que tout était aux normes. Cette prédiction ressemble davantage à un repérage technique qu'à un conseil amical. Quelqu'un étudiait les points faibles de la maison, cherchant le moyen le plus efficace de paralyser la famille au moment de l'attaque. La motivation derrière ces menaces n'est pas seulement politique. Elle est aussi liée à la réussite sociale de Georges. Dans une petite ville comme Fayetteville, l'ascension fulgurante d'un immigré sarde qui possède sa propre flotte de camions génère de la jalousie. Georges Sodère dérange car il est indépendant. Il ne dépend de personne et il ne demande rien à personne.
Cette indépendance, couplée à ses positions anti-Mussolini, en fait l'exemple même de l'homme qu'une certaine main noire ou des groupuscules mafieux locaux pourraient briser. L'enlèvement d'enfants était à l'époque une méthode de pression connue dans certains milieux criminels italiens pour punir ou extorquer ceux qui refusaient de rentrer dans le rang. On ne peut pas ignorer non plus le comportement suspect de certains membres de la communauté après l'incendie. Pourquoi le chef des pompiers, F.J. Morris, a-t-il mis autant de temps à réagir? Pourquoi a-t-il insisté pour dire que le feu était accidentel, avant même que les cendres ne soient froides? Certains habitants murmurent que des pressions ont été exercées sur les autorités locales pour que l'affaire soit classée le plus vite possible. La motivation des suspects n'était pas seulement de détruire la maison, mais de faire disparaître les enfants pour infliger une agonie lente et perpétuelle aux parents. Faire brûler la maison était le moyen parfait de créer une confusion totale, de saturer l'attention des parents pendant que les enfants étaient discrètement exfiltrés par l'arrière de la propriété. Enfin, il y a cette femme au téléphone, celle du coup de fil de minuit. Son rire, son appel vers un numéro erroné au moment précis où le plan se met en place, ne ressemble pas à une coïncidence. Elle servait probablement de sentinelle, de test pour vérifier si la famille dormait ou si quelqu'un était encore vigilant dans la maison. Les suspects n'étaient pas des amateurs. Le sabotage des camions, la disparition de l'échelle, la coupure des lignes téléphoniques. Tout indique une opération coordonnée, menée par plusieurs personnes ayant connaissance parfaite des lieux et des habitudes de la famille. Ce ne sont pas des pyromanes opportunistes, ce sont des ravisseurs organisés qui avaient un but précis. Comme nous l'avons déjà vu dans certaines enquêtes, il y a les histoires officielles qui permettent de classer l'affaire. Mais il y a également d'autres théories qui méritent qu'on s'y attarde. L'une des premières théories avancées par les autorités de Fayetteville, et sans doute la plus tenace, est celle du court-circuit électrique. Selon les pompiers, le feu aurait pris naissance dans le bureau à cause d'un câblage défectueux. Mais cette explication s'effondre dès qu'on examine de près. Comme nous l'avions vu, Georges Soder était toujours prévoyant et il avait fait inspecter toute sa demeure par la compagnie électrique locale, peu de temps avant Noël. Les experts de l'époque étaient formels. L'installation était neuve et parfaitement sécurisée. Plus troublant encore, alors que la maison était censée brûler à cause d'un problème électrique, les témoins et la famille ont affirmé que les lumières du rez-de-chaussée sont restées allumées pendant une bonne partie de l'incendie. Si le circuit principal avait sauté pour déclencher le feu, la maison aurait dû être plongée dans le noir instantanément. Le fait que le courant circulait encore prouve que l'origine du sinistre était extérieure et criminelle. L'autre pilier de la version officielle est la crémation totale des corps. Le chef des pompiers a soutenu que la chaleur du brasier était si intense qu'elle avait littéralement volatilisé les 5 enfants, ne laissant même pas une dent ou un fragment de fémur. C'est une impossibilité scientifique qui a révolté Jenny Soder. Pour contredire cette thèse, elle s'est rendue dans un crématorium local et a interrogé des professionnels. Elle a appris qu'un corps humain, pour être totalement réduit en cendres, doit être exposé à une température constante de plus de 800 degrés Celsius pendant au moins 2 heures. Or, la maison des Soder, construite en bois, s'est effondrée en seulement 45 minutes. Jenny a même fait une expérience macabre, mais nécessaire. Elle a brûlé des os de poulet et de bœuf dans son four et dans un grand feu de jardin, pour constater que, même après plusieurs heures, les os restaient identifiables. L'idée que 5 squelettes d'enfants aient disparu sans laisser la moindre trace de phosphate de calcium est une aberration physique. On a aussi tenté de dire que les enfants étaient simplement restés bloqués à l'étage, asphyxiés par la fumée. Mais là encore, un détail ne colle pas. Si les enfants étaient morts dans leur lit, leur corps aurait dû être retrouvé sous les décombres de l'étage, protégés en partie par les matelas et la structure tombée sur eux. Une autre théorie plus farfelue suggérait que les enfants s'étaient enfuis par peur et s'étaient perdus dans la forêt enneigée, mourant d'hypothermie.
Mais cette hypothèse ne tient pas une seconde quand on connaît la psychologie de la famille Soder. Ces enfants étaient disciplinés, courageux et profondément attachés à leurs parents. S'ils étaient sortis de la maison, ils auraient rejoint George et Jenny dans la neige, juste devant la bâtisse. Enfin, il y a la thèse du sabotage accidentel. Certains ont dit que l'échelle avait pu tomber et être mal rangée, et que les camions n'avaient pas démarré à cause du froid exceptionnel de cette nuit-là. Mais George connaissait ces machines. Il les utilisait tous les jours pour son entreprise. Ces camions étaient entretenus de manière maniaque. Qu'un camion refuse de démarrer par -10 est une chose. Que 2 camions tombent en panne simultanément alors qu'ils tournaient comme des horloges la veille est une impossibilité statistique. Quant à l'échelle, elle a été retrouvée plus tard, dissimulée dans un talus à plus de 20 mètres de la maison. Elle n'était donc pas tombée, elle avait été déplacée volontairement pour empêcher tout sauvetage. Toutes ces théories réfutées mènent à une seule conclusion. On a cherché à simplifier l'affaire pour ne pas avoir à affronter la réalité d'un crime organisé impliquant potentiellement des notables ou des figures influentes de la communauté. Chaque explication officielle laisse un goût amer de mensonge. Les Soder l'ont vite compris. Si la science et la logique prouvaient que leur enfant n'était pas mort dans le feu, alors la seule explication restante était la plus terrifiante de toutes. L'incendie s'est éteint en 45 minutes, mais les théories continuent des décennies après. Entre témoins oubliés et preuves effacées, vous allez voir que la justice a tourné le dos à la famille Soder. L'enquête officielle sur l'incendie de la maison Soder a été, de l'avis de tous les experts modernes, une parodie de justice. Dès le lendemain matin, le chef des pompiers Maurice a déclaré que la cause était électrique et que les enfants étaient morts. Le 30 décembre, seulement 5 jours après le drame, les autorités délivrent 5 certificats de décès. Pour l'État de Virginie-Occidentale, l'affaire est classée. Mais pour George et Jenny, elle ne fait que commencer. Ils refusent de niveler le terrain et de reconstruire sur les ruines. Au lieu de cela, ils transforment le site en un mémorial et commencent leur propre investigation. Une quête de vérité qui va réveiller des failles béantes dans le travail de la police locale. Jenny Soder, hantée par l'absence de restes humains, pousse pour de nouvelles fouilles. En 1949, soit 4 ans après le drame, la famille engage un pathologiste réputé, Oscar Hunter. Les recherches reprennent sur le site. Cette fois, on trouve quelque chose. Quelques vertèbres humaines. La police crie à la victoire, affirmant qu'il s'agit des restes des enfants. Mais l'analyse d'Hunter est sans appel. Les vertèbres ne présentent aucune trace de carbonisation par le feu. Plus incroyable encore, elles appartiennent à une personne âgée d'au moins 20 ans. Les enfants Soder avaient tous moins de 14 ans. Le pathologiste conclut que ces os ont été déposés là après l'incendie, probablement prélevés dans un cimetière local pour fournir des preuves et clore l'affaire définitivement. George Soder engage des détectives privés. Et c'est là que les témoignages commencent à affluer. Mais ils sont tous plus mystérieux les uns que les autres. Une femme travaillant dans un hôtel de Charleston, à 80 km de là, affirme avoir vu les 5 enfants une semaine après l'incendie. Selon elle, ils étaient accompagnés de 2 hommes et de 2 femmes d'origine italienne. Elle raconte qu'ils semblaient sous surveillance et qu'ils n'étaient pas autorisés à parler aux autres clients. Un autre témoin, gérant d'un restaurant, jure avoir servi le petit déjeuner aux enfants le lendemain matin de Noël. Malgré ces pistes sérieuses, aucune arrestation n'est effectuée. L'enquête piétine également à cause du comportement suspect du chef des pompiers Maurice. Des années plus tard, on apprendra qu'il avait confié à un ami avoir trouvé un cœur dans les cendres, qu'il l'aurait caché dans une boîte et enterré secrètement. Mis devant le fait accompli, il emmène George Soder sur les lieux et déterre la boîte. À l'intérieur, ce que George trouve n'est pas un cœur humain, mais un foie de bœuf frais, n'ayant jamais été exposé au feu. Maurice finit par avouer qu'il a inventé cette histoire et placé ce foie pour convaincre la famille que les enfants étaient bien morts
et qu'il devait passer à autre chose. L'enquête se déplace ensuite sur le terrain international. George et Jenny reçoivent des centaines de lettres. Certaines prétendent que les enfants étaient emmenés en Italie pour être rééduqués dans des camps fascistes. George dépense des fortunes pour suivre ses pistes, voyageant même jusqu'en Sardaigne, mais il revient toujours bredouille. C'est dans cet état de solitude absolue qu'ils vont prendre une décision qui marquera l'histoire de Fayetteville. L'installation de ce panneau d'affichage géant qui restera là pendant 37 ans. 20 ans après les faits, alors que tout le monde semblait avoir classé l'affaire, une mystérieuse lettre fait son apparition. Le dénouement de l'affaire Soder n'est pas une résolution, mais une lente agonie marquée par un dernier coup de théâtre en 1967. 22 ans après la nuit de Noël sanglante, Jenny Soder reçoit une lettre postée du Kentucky. À l'intérieur, pas de lettre d'explication, seulement une photographie. Au dos de la photo, une inscription cryptique. Louis Soder, j'aime frère Frankie, Illy Boys A901-32. Pour les parents, c'est la preuve ultime, leur fils est vivant. Ils engagent immédiatement un détective privé pour remonter la piste du cachet de la poste. Mais celui-ci part pour le Kentucky et disparaît à son tour, ne donnant plus jamais de nouvelles à la famille. George Soder meurt en 1969, emportant avec lui la douleur d'un père qui n'a jamais pu protéger les siens. Jenny, elle, va continuer le combat pendant encore 20 ans. Elle ne s'habillera plus qu'en noir, en signe de deuil pour une vie qu'on lui a volée, mais elle refusera toujours de considérer ses enfants comme morts. Elle passe ses journées à entretenir le jardin mémorial qu'elle a planté sur les cendres de sa maison et à fixer cet immense panneau publicitaire qu'ils ont fait ériger au bord de la route 16. Jenny s'éteint en 1989, rejoignant George sans avoir jamais revu ses enfants. Aujourd'hui, l'affaire de la famille Soder reste l'un des plus grands mystères de l'histoire criminelle américaine. Que sont devenus Maurice, Martha, Louis, Jenny et Betty? La thèse de l'enlèvement par la mafia italienne reste la plus solide aux yeux des historiens du crime. Des câbles coupés à l'échelle disparue, des camions sabotés aux os de cimetières plantés dans les décombres, tout indique que la vérité a été délibérément étouffée. En conclusion, nous ne saurons certainement jamais ce qui est advenu des 5 enfants Soder. Ont-ils été élevés sous d'autres noms, ignorant toutes leurs véritables origines? Ou ont-ils été victimes d'un destin bien plus sombre? Fayetteville a depuis longtemps recouvert les ruines de la maison de goudron et de béton. Mais pour ceux qui connaissent l'histoire, le vent qui souffle sur la colline semble encore porter les cris étouffés d'une nuit de Noël. Après plus de 80 ans, le mystère n'est toujours pas résolu. Selon vous, qui est à l'origine de cet incendie? S'agissait-il de la mafia? D'un commercial revanchard? Dites-moi tout en commentaire, je suis à l'écoute. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu. On se dit à très vite les amis et prenez soin de vous.